Nous sommes le 26 décembre 2004 en Indonésie. Il est environ 9h30 heure locale. Martunis, alors âgé de 7 ans, joue avec ses amis au ballon sur la plage. La terre se met à trembler. Mais le pire reste à venir. La mer se retire et revient en trombe. L'eau envahit tout et très vite, le petit garçon est séparé de sa famille par les flots déchaînés. La vidéo que vous vous apprêtez à voir va tenter de répondre à la question suivante. Que s'est-il passé ce 26 décembre 2004 et quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme? Le mot tsunami est alors inconnu du grand public. Les premiers rapports aux infos parlent d'ailleurs de raz-de-marée. En Occident, on ignore beaucoup de choses de ce phénomène. Que s'est-il donc passé ? Il y a plusieurs événements qui peuvent causer la formation d'un tsunami. Un glissement de terrain sous-marin, une chute massive de pierres, une éruption volcanique ou, dans 83% des cas, un séisme sous-marin. Il est 7h58 quand un tremblement de terre survient au large de l'île de Sumatra, île principale d'Indonésie. Sumatra est une zone frontière entre deux plaques tectoniques. La plaque indo-australienne qui s'enfonce sous la plaque eurasiatique par subduction de 5 cm par an. La faille, point de contact entre les deux plaques, tremblera sur une longueur de 1200 à 1500 km, à 30 km en dessous du niveau de la mer. Il n'y a pas eu de séisme à cet endroit depuis 97 ans, ce qui signifie qu'une quantité importante d'énergie s'est accumulée au fil des décennies. Bien que l'épicentre se situe à 160 km de la côte la plus proche, les habitants sur cette dernière sentiront la terre trembler pendant 8 minutes. Le séisme sera enregistré à 9,3 sur l'échelle de Richter, dégageant une énergie équivalente à 23 000 bombes atomiques. La secousse est telle que des répliques seront ressenties pendant plus d'un mois. Le centre d'alerte des tsunamis du Pacifique à Hawaï estime qu'il n'y a pas de risque de tsunami dans la zone Pacifique. Mais l'Indonésie se trouve dans l'océan Indien, qui n'a pas de centre de détection, car le risque est beaucoup trop faible. Les scientifiques du centre d'Hawaï tentent de contacter leurs homologues en vain. Il n'y a pas de système en place pour ce genre d'échange. Un tsunami se forme alors. Lors d'un séisme par subduction, une masse importante d'eau est déplacée vers le haut, alors qu'une importante quantité d'énergie est libérée dans les flots. Au large, le volume d'eau qui alors se déplace est imperceptible. Les bateaux qui se trouvent dans la zone sont à peine soulevés. Mais cette énergie se déplace à la vitesse d'un avion de chasse dans toutes les directions. Les vagues ainsi formées se dirigent notamment vers l'Indonésie à l'est, mais aussi vers le Sri Lanka à l'ouest. Une traînée de vagues se forme à l'approche des côtes. Elle peut compter de 10 à 12 vagues, même si on retient en général les 2 à 3 premières. Elles sont distantes les unes des autres de plusieurs minutes, et la plus haute est en général la seconde. À l'approche des côtes, la première vague ralentit considérablement à environ 30 km/h et le volume d'eau disponible diminue drastiquement. La mer se retire alors des plages afin de nourrir cette vague. À Sumatra, elle se retirera jusqu'à 1,2 km, laissant même du corail à l'air libre. La mer revient sous forme de vagues. La première mesura moins de 2 mètres, mais elle ne se brise pas, comme une vague classique. Elle s'enfonce à l'intérieur des terres. Quelques minutes après, une seconde vague apparaît. Celle-ci, nourrie par sa propre énergie, mais aussi par celle contrariée de la première, est considérablement plus haute, jusqu'à 15 fois plus haute. À Sumatra, cette seconde vague sera évaluée à plus de 30 mètres de haut. Elle s'enfonce encore plus dans les terres, jusqu'à 5 km. Cette vague est d'autant plus dévastatrice qu'elle emporte avec elle un volume impressionnant de débris et de sédiments marins qui lui donnent une couleur noire de cendre. Il peut y avoir de 10 à 30 minutes entre deux vagues. Après l'Indonésie, la zone la plus touchée est la Thaïlande. Il s'agit d'une zone très touristique. La plupart des images que l'on a encore aujourd'hui viennent de ce pays où de nombreux touristes occidentaux célébraient les fêtes de fin d'année, notamment à Khao Lak sur l'île de Koh Phi Phi ou encore dans les alentours de Phuket.
Le début des années 2000 est aussi le début de la démocratisation des appareils photo numériques, caméscopes et autres téléphones à caméra. Nous sommes encore 3 ans avant le premier smartphone grand public. Il y avait aussi des journalistes locaux sur place. Pour ce qui est du tremblement de terre, la plupart des images que l'on a de la terre qui tremble à Sumatra viennent de Dendi Montgomery, un journaliste de la région qui, après avoir pris plusieurs images du séisme, revient vers la maison de sa mère alors que la première vague le suit. Il parviendra à se réfugier avec cette dernière ainsi qu'avec sa compagne en hauteur à l'aide de sa voiture. Il récupérera aussi plusieurs personnes sur le trajet. Les étudier de façon scientifique permet de garder une certaine distance avec les tsunamis. Et le grand public est à même aujourd'hui d'en reconnaître les signes. Mais ce n'était pas le cas en 2004. Il y a évidemment autant d'histoires que de survivants, mais en voici une petite sélection récoltée à travers plusieurs documentaires et articles. Une des personnes qui filme les événements est Kuit Putri, une étudiante en médecine qui vit avec ses parents à Banda Aceh, la ville la plus peuplée de l'île de Sumatra. Après le séisme, elle emprunte le caméscope de son père afin de garder une trace de l'événement. Sa famille est réunie au grand complet dans la ville afin de célébrer un mariage. Un petit groupe d'entre eux est à l'extérieur de la maison, attendant d'être assuré que la structure ne s'effondrera pas quand un bruit sourd, comme le moteur d'un avion, se fait entendre. Et de là où ils sont, ils ne peuvent pas voir la plage, mais l'eau arrive. La famille se réfugie alors à l'intérieur de la maison, tentant de monter le plus haut possible. La jeune femme continue de filmer, une façon pour elle de gérer la situation sans précédent. I shoot everything because I want this recording to be a gift to the world if I die today. Ils sont impuissants devant les flots déchaînés et les appels à l'aide des personnes prisonnières des eaux. Une seconde vague, beaucoup plus haute, se déplace. Un mur s'abat sur eux à grande vitesse. La mer est noire et chargée de débris. Banda Aceh, où la famille se trouve, est la ville la plus touchée par la catastrophe. On estime le nombre de morts dans la province à 90 000. La famille Putri a perdu environ une 50aine de membres ce 26 décembre, en à peine quelques minutes. Un peu plus vers le nord, à Kaolack, les Mulan, une famille britannique, séjournent à Miles Quiet Place. Louis, 15 ans, est avec son frère Théo, 11 ans, quand leurs parents viennent les chercher pour leur montrer un phénomène étrange sur la plage. La mer s'est retirée. Même les locaux ne sont pas inquiets et profitent même du phénomène pour récupérer des coquillages. Mais Louis réalise vite que la mer n'a pas juste disparu, elle est là, au large. Et elle forme un mur maintenant. Quand la mer revient à pleine vitesse, le père de famille saisit la main de sa femme et ordonne à ses fils de courir. Louis saisit la main de son jeune frère et part le plus vite possible, la mer dans le dos. Ils sont vite enveloppés par les flots et les deux garçons sont séparés. Louis sera alors attrapé par un autre client de l'hôtel et tiré à l'intérieur, puis à l'étage. Il passera plusieurs heures avec un groupe de clients. En se réfugiant dans les collines, ils vont croiser la route d'un autre groupe du même hôtel. Ils ont un jeune garçon avec eux, lui aussi récupéré. It was there. And it was, just overwhelmed with joy and relief and love. And as soon as I saw him, I screamed down to him and then rushed out. Just couldn't let go of him. Leurs parents, eux, n'ont pas survécu. Toujours à Kaolack, Émilie, une petite fille suisse de 10 ans, séjourne avec son père et ses 3 frères. Il s'agit de leur premier voyage depuis le divorce de leurs parents. Ses frères, Lennart, 16 ans, Oscar, 9 ans, et Yann, 7 ans, jouent au ballon sur la plage. Elle et son père reçoivent un massage non loin de là. Tout d'un coup, mon père, il regarde, et puis il y avait la mer. C'était comme quand on regarde dans une marmite qui bout. Là, mon père, il se dit, mais c'est pas normal. Donc mon père, il va les... En fait, il court vers eux. Émilie tente de le suivre, mais une des masseuses, percevant elle aussi le danger, l'en empêche et l'entraîne vers les hauteurs. Elles sont à mi-chemin quand la première vague balaye la zone. Elle est ensuite récupérée par un couple de Français qui lui prêtent un téléphone. Elle envoie un texto à sa mère, lui indiquant qu'elle va bien, mais qu'elle ignore où sont les autres. La mère de famille reçoit un peu plus tard un message similaire de son fils aîné, Lennart, qui lui déclare qu'il est avec son père, mais qu'il ignore lui aussi où sont les autres.
Oscar et Yann seront emportés par la vague. Pour honorer leur mémoire, leur mère a créé une association en leur nom, spécialisée dans l'éducation des enfants pauvres de Thaïlande. Sur l'île de Koh Phi Phi, Eric est un ressortissant français qui souhaite visiter la plage ce matin-là. Mais sa compagne réussit à le convaincre de visiter les hauteurs plutôt. Ils sont sur une colline quand le tsunami frappe l'île de plein fouet. Il filmera l'événement. Dangerous, hein? Waouh. Regarde Marie, ça dévaste tout. Là, nous, on est à l'abri, on craint rien. Regarde là, regarde, Koh Phi Phi. Les arbres résistent plus ou moins à la dévastation de par leur souplesse, mais les bâtiments solides se retrouvent emportés par les débris. À Banda Aceh, tout est rasé, jusqu'à 2 km à l'intérieur des terres, en dehors des mosquées. Leur architecture particulière leur a en effet permis de survivre à la dévastation. Ainsi, 27 de ces monuments seront encore debout, au milieu de la ville dévastée. Le but alors est de survivre en attendant les secours, et pour les ressortissants étrangers, de rentrer le plus vite possible dans leur pays. L'opinion publique mondiale découvrant alors les horreurs de la catastrophe quand leur télévision se retrouve inondée d'images de la dévastation. L'incompréhension s'installe aussi à l'international avec une question qui se dégage. Pourquoi ce tsunami a-t-il fait autant de morts ? Après 2 heures de déferlante par endroits, la mer se calme enfin. Les survivants pris dans la tourmente tentent de se réfugier sur les toits ou utilisent les débris pour se déplacer. Ceux qui ont survécu n'ont aucune information. Ils ignorent si les vagues vont continuer, si d'autres zones ont été touchées, si les secours arrivent. De peur que ça ne recommence, ils se réfugient en hauteur, où certains passeront plusieurs nuits. Pendant les jours qui suivront, ce 26 décembre, il y aura de fausses alertes aux vagues. En redescendant des collines où ils se sont réfugiés, beaucoup de survivants sont confrontés à une nouvelle réalité. Manque d'eau potable, de nourriture, cadavres et blessés au milieu des débris. Les secours s'organisent, mais les infrastructures sont détruites et les zones sont difficiles d'accès pour certaines car la mer ne s'est pas complètement retirée. Mais les locaux et les touristes s'improvisent secouristes. Ainsi, au large de l'île de Koh Phi Phi, un navire de transport de thon s'improvise bateau-hôpital et ramène le plus de blessés possible à Phuket. Des hélicoptères atteignent les coins les plus isolés. Des portes sont utilisées comme civières. Des gens, eux-mêmes blessés, organisent l'évacuation vers les hôpitaux, qui sont saturés. L'aide internationale se mobilise dès que la nouvelle atteint les chaînes de télévision étrangères. La première dépêche de presse vient de Reuters et annonce 150 morts au Sri Lanka et une centaine en Thaïlande. L'Indonésie, pourtant pays le plus touché, n'est pas mentionnée, pour la bonne et simple raison qu'aucune nouvelle ne vient de là. Ce n'est que quand des journalistes parviennent à obtenir des hélicoptères afin de survoler Banda Aceh que la vérité est révélée. Aucun message, aucune dépêche ne vient de là, car il n'y a ni les structures, ni les gens nécessaires pour que ce message soit envoyé. En Europe, décalage horaire aidant, c'est le matin qu'on apprend la nouvelle. Les médias évoquent alors des raz-de-marée sans précédent, le mot tsunami étant encore inconnu du grand public. Le choc émotionnel provoqué par la catastrophe est mondial, en raison du flux d'images choquantes qui se déversent sur les écrans de télévision. Le déploiement humanitaire et les dons sont alors impressionnants. En plus de compter les morts et de tenter de les identifier, il faut aussi les rapatrier dans leur pays d'origine, et cela prendra jusqu'à 1 an dans certains cas. Le pays se doit aussi d'être reconstruit. 300 km de littoral seront en effet dévastés. La réhabilitation des zones touchées se fera en 3 phases. Tout d'abord, la phase de secours d'urgence, de janvier à mars 2005, qui comprend rétablir l'accès à l'eau, au logement, à la nourriture des survivants et rétablir un minimum d'infrastructures comme les hôpitaux et les routes. La deuxième phase, d'avril 2005 à décembre 2006, a pour objectif de restaurer les infrastructures et les structures de la vie quotidienne, comme plus d'hôpitaux, les lieux de culte et les écoles. La phase de reconstruction qui démarre en janvier 2007 permettra aussi de rétablir une économie viable pour le pays. De meilleures constructions plus loin des côtes verront le jour. Alors que l'océan Indien panse ses plaies, une chose devient évidente pour les experts. Une bonne partie des vies perdues peut être amputée au manque de prévention. La zone a un besoin cruel de centres d'alerte de tsunami. Grâce à l'aide internationale, elle en compte maintenant 4, aidés de bouées de détection de vagues et de centres de détection de séismes. L'alerte tsunami pourrait alors être lancée en 15 minutes. Mais l'effort le plus important est fourni au niveau de l'éducation des populations locales, mais aussi internationales.
La nature envoie des signes qu'il faut savoir lire et écouter. La mer qui se retire est bien sûr le signe le plus visible. Mais il y a aussi les poissons qui s'éloignent le plus possible de la berge avant qu'elle ne se retire, les oiseaux et les singes qui sont devenus silencieux juste après le tremblement de terre, ou encore la réaction brutale des éléphants. Le bilan exact ne sera jamais vraiment établi, et les nombres annoncés sont compris entre 230 et 260 000. Le décompte réel est rendu compliqué par de nombreuses victimes non identifiées, les corps jamais retrouvés, et le fait qu'après 5 jours, l'Indonésie, sous le choc, a cessé de compter les victimes. Le pays lui-même en compte environ 167 000, dont de 90 à 110 000 à Banda Aceh. Le dernier survivant de la ville est retrouvé 21 jours après le tsunami, le 15 janvier 2005, par un groupe de journalistes britanniques. Le groupe d'hommes se rend dans la ville en hélicoptère afin de capturer des images au sol. Un petit garçon de 7 ans, vêtu d'un maillot de foot, se rend alors à leur rencontre. Il ne parle pas, est amaigri et déshydraté, mais en vie. Ce petit garçon, c'est Martunis. Il sera récupéré par une association internationale d'aide à l'enfance qui a travaillé d'arrache-pied pour réunir les enfants perdus avec leurs familles. Ils parviennent à retrouver le père du jeune garçon, qui se croyait jusqu'alors seul survivant de sa famille. Son épouse et ses 2 filles, elles, n'ont pas survécu. On peut dire aujourd'hui que l'on a retenu les leçons de l'événement. Il est encore dans les mémoires. Ayant eu lieu il y a 21 ans, beaucoup d'entre nous ont des souvenirs des images vues à la télé. Les survivants se souviennent aussi de ce qu'ils ont ressenti et font encore le deuil de leurs proches. Il est important maintenant de tout faire pour que ces souvenirs ne meurent pas avec nous.